Tous les couples se disputent sans exception, y compris les couples heureux que vous admirez tant. Mais quel est donc leur secret? Ils ont appris à gérer leur sculpture de dispute de couple et à la désamorcer. Faire son bilan de couple tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous abordons la question du bilan de couple. C'est vrai qu'à la fin de l'année, on a l'habitude de faire des bilans personnels, des bilans professionnels, des introspections. Mais ce soir, nous allons parler du bilan de couple parce que ça permet aussi à maintenir l'équilibre de la personne que vous êtes. Et pour aborder ce sujet, j'ai deux invités de marque sur le plateau ce soir. Nous allons commencer par les dames parce que tous les honneurs nous reviennent. Et j'ai à ma gauche Madame Mimi Bossou-Souedjede, directrice de la maison TV5 Monde. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et soyez la bienvenue sur le plateau beaucoup, de merci TV. Je dis TV5 Monde, ça veut dire que bientôt nous viendrons dans votre maison sur le plateau de Cellphone Sex. Pourquoi pas. Et nous avons à ma droite le coach Magloire Agbenido, coach matrimonial qui n'est plus à présenter. Merci. Soyez les bienvenus également. Merci. Alors, nous allons y aller directement et je vais vous adresser la première question, coach. Qu'est-ce qu'un bilan de couple? D'accord. Merci beaucoup, Madame Whitney. Plaisir également de rencontrer Madame. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit déjà. Et alors, quand nous parlons de bilan de couple, il faut d'abord savoir que la vie, c'est un projet en elle-même. Et en tant que projet, il faut à un moment donné s'arrêter, voir regarder ce qu'on a planifié faire, voir qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui est à faire, et on tire des leçons de ce qui est déjà fait, en bien et en mal, pour voir comment est-ce qu'on se projette dans les choses à venir. Ça, c'est de manière générale. Et en tant que couple, normalement, quand on se met ensemble, c'est également pour réaliser quelque chose en commun. Parce que deux personnes se mettent ensemble juste pour la beauté des yeux, normalement, ça ne doit pas exister. Donc, en tant que couple, il faut quand même se dire qu'est-ce qu'on a pu faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Parce que tout compte fait, vous impactez la vie des gens. Que ce soit vous-même, vos enfants, les gens qui vous observent, directement ou indirectement, vous impactez les gens. Donc vous devez normalement vous asseoir pour vous dire qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on pouvait mieux faire et pouvoir se projeter. Ça permet également de pouvoir savoir si on est vraiment heureux, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour voilà, se rendre plus heureux et contribuer à la vie de l'autre. Je peux peut-être m'arrêter là. Alors, Madame, le coach vient de dire faire le bilan pour voir si on est heureux. Des fois, on n'a pas besoin de faire le bilan pour savoir qu'on n'est pas heureux dans ce couple-là. Est-ce qu'à ce moment également, il faut faire quand même le bilan de couple? Je crois qu'il a dit, merci encore une fois pour l'invitation, il a dit le couple c'est un projet commun. Et moi je dirais que c'est une entreprise également. Qu'on soit individu, qu'on soit entreprise, il doit arriver un moment où on doit s'arrêter pour se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Selon ma vision, selon les objectifs que je me suis fixés, est-ce que je suis sur la bonne voie pour les atteindre? Est-ce que je les ai atteints, etc. Ce n'est qu'au moment du bilan qu'on peut le faire. Si on conçoit un couple comme une entreprise commune, et comme toute entreprise, à la fin de l'année, on s'arrête pour faire le bilan, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que nos attentes sont comblées, quelles sont les difficultés rencontrées, qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Vous voyez, ça fait autant de questions qu'on peut se poser. Maintenant, pour voir si on est heureux ou pas, comme vous le dites, on n'a pas besoin de la fin d'année pour le savoir. Tout comme on n'a pas besoin d'attendre la fin de l'année pour faire le bilan, mais je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais ça ne s'impose pas. D'accord. Peut-être on va en parler. On va en parler. Alors, comment se fait le bilan de couple? Est-ce que je peux envoyer un mail? Alors, bonjour monsieur Tan, je vous convoque au bilan de notre couple ce soir à telle heure, ou c'est une discussion instantanée qui doit avoir dans le couple?
Alors, est-ce qu'on doit envoyer un mail? J'ai déjà entendu ça d'un couple où la femme envoie un mail à son mari pour dire j'ai besoin qu'on parle. Quoi. Mais ça ne doit pas être ainsi. D'accord. Comment ça doit se faire? Il y a différents moyens. Hein. Ça peut provenir de l'un ou de l'autre. Mon mari, ma femme, j'aimerais qu'on fasse une petite pause pour se parler. La communication, pas la communication. L'un peut demander à l'autre. Ça peut être de commun accord que depuis le début, on l'a établi ainsi, que chaque année, on se pose pour faire le bilan. On sort, on va au restaurant, on va à la plage. C'est déjà convenu d'avance et ça devient une routine annuelle. Peut-être que ce n'est pas ainsi ou que ça ne se faisait pas, mais bon, à un moment ou un autre de la marche commune, on se rend compte que bon, il y a des choses qui ne vont pas bien. Comme je le disais, l'initiative peut venir de l'un ou de l'autre. Dans la bienveillance, ce n'est pas pour faire ok, ça ne va pas, j'ai besoin qu'on parle, il faut qu'on parle. Non, déjà, c'est mal parti. Mais il y a des façons plus bienveillantes de convier l'autre si ce n'était pas prévu d'avance. Mon mari, j'aimerais qu'on parle. Ma femme, je souhaite qu'on ait un temps pour échanger. Je voudrais te convier peut-être au restaurant. Déjà, ça prépare. La personne en face. La personne, oui, voilà. Donc, comment ça peut se faire? Il y a beaucoup de moyens pour le faire. Certains choisissent même de voir des coachs matrimoniaux pour le faire parce que peut-être la communication n'est vraiment pas ça. Dès que ça commence à capoter en même temps, on le sait. On peut faire appel et tout ça, là, ça doit se définir ensemble. Et je le disais, est-ce que c'est nécessaire? Il y a des couples qui ne le font pas. Mais je pense que ces émissions aussi peuvent éveiller les uns les autres pour se dire, ah ouais, peut-être il le faut, parce qu'il y a beaucoup qui ne le font pas. Voilà. Vous avez parlé tantôt de la communication. C'est-à-dire, il y a certains couples où les deux protagonistes ne peuvent pas s'asseoir et avoir une communication du début à la fin sans que ça ne dégénère. Voilà, sans que ça ne dégénère. Mais même pour faire intervenir un coach, il faut que les deux personnes concernées donnent leur accord. Parce qu'il y a certains, bon, je ne vais pas tirer sur les hommes, mais il y a certains hommes qui sont tellement machos que dès qu'une femme dira, par exemple, bon, ok, pour régler notre problème, ce serait bien qu'on fasse appel à un coach, le monsieur peut encore le voir d'une autre manière. Pourquoi faire intervenir une troisième personne alors qu'on peut discuter? En fait, tout part de comment on dit les choses. Et je ne pense pas que sans préparer l'autre, on vient lui dire, bon, tu sais, il faut qu'on voie un coach pour faire notre bilan, ça ne marchera pas. C'est déjà commencer à se parler. J'aimerais qu'on parle ce soir. On s'assoit. En fait, c'est parce que, bon, ça fait quand même 1 an. C'est vrai que c'est un changement de calendrier, la fin de l'année, mais est-ce que ce n'est pas le moment pour qu'on parle de notre couple? Ça fait 1 an, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On a des enfants, on n'a pas des enfants. Je sens la nécessité qu'on parle. Ok, on peut peut-être commencer, il arrive peut-être un moment où on ne se comprend pas. Je propose, ça doit être une proposition. Est-ce que ça te dérangerait? En fait, tout part de comment on aborde le sujet. On parle généralement de communication non violente. La même chose peut se dire d'une manière où ça va enflammer les choses. La même chose, on peut le dire tout simplement. Et l'autre qu'on pense très, comment dire, tout feu, tout flamme, peut accepter facilement de le faire. Ok, je connais quelqu'un, j'ai entendu parler de lui, il fait des choses extraordinaires. Et si on essayait? C'est la manière de prendre les choses, la manière de parler. Et généralement, dans les couples, c'est ce qui manque. Comment on parle à l'autre. Et peut-être il le dira, généralement dans les couples, avant le mariage, tout le monde porte son masque, tout le monde est beau, bienveillant, attentionné. Et après le mariage, quand les masques tombent enfin, on découvre autre personne et c'est là que les problèmes commencent. On doit pouvoir connaître son conjoint. Il y a des personnes qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas. C'est juste par les gestes et autres. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne disent jamais « je t'aime » à leur femme? Mais qui le disent à travers des actions? Des actions, peut-être, il revient chaque fois avec des cadeaux. Mais sauf que peut-être la femme attend d'entendre. Mais si on connaît l'autre, on essaie de s'adapter. C'est pour ça que moi je dis, la vie de couple,
on peut rendre cette vie belle si on se connaît soi-même, si on apprend à connaître l'autre et qu'on essaie de concilier nos valeurs, nos comportements, nos attitudes, notre façon de voir les choses. Et donc, tout ça là doit être mis ensemble pour faire au moment du bilan également. Parce que quand on parle de couple, ça veut dire qu'on a fait un moment ensemble, qu'on se connaît et on doit savoir comment parler à l'autre, comment convier à l'autre pour ce bilan-là. D'accord. Alors, coach, madame vient de le dire, savoir parler à l'autre. Je pense que c'est agréable d'aborder l'autre quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de dispute. Encore que certaines personnes, qu'il y ait problème ou pas, ne savent pas, n'ont pas la bonne manière de communiquer. Et encore plus en couple. Est-ce que vous pouvez, enfin, est-ce que vous accompagnez les couples dans cette démarche-là, apprendre à communiquer de façon non violente envers son conjoint? Oui, oui, totalement d'accord. Totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Il y a un coup qu'on appelle la communication dans le couple. Et il y a encore un autre coup qu'on appelle la communication sexuelle dans le couple. Donc, dans la communication dans le couple, par exemple, on n'utilise pas le tu. Par exemple, tu fais quelque chose, toi tu parles mal aux gens. J'ai dit quelque chose. Mais je peux dire, tu sais, j'apprécie la manière dont tu parles, mais j'aimerais que tu me le dises de cette façon. J'ai dit la même chose, mais de deux façons différentes. La première, je t'ai attaqué. Des fois, tu n'es pas conscient de ce que je dis, en fait, de la manière dont je l'ai dit. Tu n'es jamais sûr que tu parles mal. Mais quand je le dis, c'est comme tu m'insultes. Mais quand je dis, tu sais, j'apprécie la manière dont tu parles, mais j'aimerais que tu le dises ou tu améliores ça. Tu vois, c'est plus posé, c'est plus cassé. Et ça permet à la personne de dire, ok, d'abord, il sent que tu l'apprécies quand même. Comme elle a dit, pardon, dans la sollicitation au changement, ça devient plus facile. Quand je sais que je ne suis pas attaqué et je parle donc de moi, parce que dans le deuxième exemple que j'ai donné, je vais parler plus de ce que je sens que de ce que l'autre a fait. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est plus simple quand ça se passe comme ça. On l'enseigne. Et je le disais tantôt, c'est plus facile de parler de cette manière quand tout va bien dans le couple. Mais quand il y a déjà un problème ou que j'en veux déjà à la personne, comment arriver à dire quand même les choses calmement sans que cette personne ne se sente attaquée? Peut-être que j'ai envie de l'attaquer pour qu'il ressente la douleur que moi aussi je ressens. Bon, ok, d'accord. Dans le couple, il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et j'en ai parlé la dernière fois, ce qu'on appelle dans notre jargon la maturité psychologique. Il faut avoir la capacité, même qu'il y ait un problème, de savoir parler. Je l'ai dit la dernière fois, moi par exemple, quand je m'énerve, je ne parle pas. Parce que tu peux dire des choses, tu peux demander pardon, mais ce que tu as dit, tu ne peux plus le ramasser. Tu vois, et la personne est là, il dit, ah, lui aussi m'a dit ça. Donc plus tard, ça tourne dans la tête, et les mots ont vraiment une puissance qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, si tu sens que véritablement tu es énervé, tu peux prendre le temps d'abord de te calmer. Ok? Si véritablement tu ne peux pas le dire, tu sens que tu es un peu violent verbalement, prends le temps d'abord de te calmer. Et dis à la personne, tu sais, j'aimerais bien qu'on parle, mais actuellement, je ne me sens pas bien. Laisse-moi peut-être digérer un peu et on va en parler. Comme ça, il y a des gens, ils sont à la maison, ils ne parlent pas parce qu'il est énervé, il se met dans son coin. Bon, finalement, tu ne sais pas ce qu'il a ou ce que tu as fait. Ça fait plus mal. Dis quand même que j'ai des choses à dire, mais pour le moment, je ne me sens pas bien. Pour que l'autre aussi... Je ne suis pas encore apte à en parler. Comme ça, psychologiquement, la personne sait qu'il y a un problème et qu'il va t'attendre. C'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà. Sinon, de l'autre côté, ça devient de la torture. Exactement, exactement. Donc, ne pas en parler, c'est pas bien. Ou bien, dire qu'il y a un problème. Je sais que c'est pas simple. Ce qu'on dit, c'est pas simple. Hein, mais il faut quand même avoir la capacité de pouvoir surmonter, de pouvoir parler, même si ça fait mal. Et Madame Mimi a dit quelque chose tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui prouvent leur amour à leur conjoint ou conjointe à travers leur langage d'amour à eux, sans prendre en compte le langage d'amour de l'autre. Sinon, ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux. Madame ne dira pas le contraire, mais en plus du cadeau, peut-être que l'autre personne voudrait quelque chose en plus. Donc, ce qui voudrait dire que connaître, d'abord maîtriser c'est quoi les langages d'amour et connaître celui de son conjoint pourrait aider à éviter beaucoup de problèmes dans certains couples. Exactement.
En fait, quand on vient au mariage, c'est aussi ça le travail que nous faisons en tant que de formation. Nous essayons d'expliquer aux gens, quand tu viens au couple, quand tu viens te marier, il faut comprendre que tu ne vis plus pour toi. Tu dois pouvoir vivre pour l'autre. Et l'autre, et vice-versa. D'accord? Donc ça veut dire que, qu'est-ce que tu aimes pour que je puisse véritablement te rendre heureux? C'est pour ça que je suis là. Donc, si c'est véritablement, tu aimes par exemple les services, il y a des gens qui aimeraient qu'on les aide un peu, pas grand-chose, hein, au moins peut-être prendre l'enfant en attendant que je lave, ils aimeraient ça. Donc, si la femme aime ça, je vais quand même le faire. Même si moi-même j'aime les cadeaux. Tu vois? Donc, comprendre l'autre dans son langage d'amour, savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'elle aime, et lui offrir cela, c'est aussi important. Voilà. Parce que quand le réservoir émotionnel de quelqu'un est rempli, c'est plus facile de s'adapter, d'accepter, laisser certaines choses et de pouvoir amorcer certains conflits dans le couple. Mais quand ce que je veux, je ne trouve pas, je peux vous dire, hein, j'ai coaché une fille qui est en France avec un garçon. La fille dit, je veux que tu m'appelles, juste m'appeler. Le monsieur dit, non, moi je suis fatigué, je ne peux plus faire plus que ça. À un moment donné, la fille ne se retrouvait pas. C'est comme si elle est, tu vois, parce qu'émotionnellement, elle se sentait vide. Délaissée. Vide. Tu vois, donc, ne pas parler le langage d'amour de l'autre, ça fait très mal. Donc, il faut qu'on puisse se connaître l'autre. Donc, c'est là où véritablement l'amour sacrificiel rentre en jeu. Où je ne fais pas ce que j'aime, mais je fais ce que l'autre aime. Pour le bonheur de l'autre. Très important. Dans notre génération, Tata Mimi, nous on dit que vous, nos mères, vous avez accepté certaines choses que nous, aujourd'hui, nous n'allons plus accepter. Bon, enfin, certaines femmes ont pu accepter, par exemple, que des hommes refusent de discuter, de comprendre leur langage d'amour ou de faire les choses comme elles voudraient, en prenant en compte les enfants, les années déjà passées ensemble, pour rester dans le foyer, quoique pas très heureuse. Alors moi, j'aimerais demander, est-ce que réellement la génération d'aujourd'hui est en train de faire une rupture avec la relation passée, où les mêmes thématiques ont toujours existé, mais c'est la façon d'aborder les choses qui change? Est-ce que vous pensez que nous, aujourd'hui, nous menons une certaine révolution? Voilà. Est-ce une révolution? Moi, je trouve que avec les réseaux sociaux, avec cette mondialisation-là, avec tout ce qui arrive de l'extérieur, c'est que vous ne vous retrouvez pas. Vous voulez être comme les autres, vous voulez être, c'est-à-dire vous ne vous retrouvez pas en fait. On veut les demander en mariage avec plein de avec pétales à genoux, veux-tu être mon époux? Alors que pour le monsieur, c'est est-ce que tu es disponible aujourd'hui? J'aimerais aller voir tes parents. Oui, vous avez raison. Nous, notre génération, les choses ont été autrement. Mais moi, je trouve que c'est cette ouverture sur le monde de façon... Comment ça a été tellement violent pour moi, hein, cette ouverture-là, que les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus où ils en sont. Parce que moi, j'avoue que je vois des choses. Je me rappelle, j'étais au bureau une fois, une fille m'a appelée et est venue. Elle est venue avec son enfant juste pour me dire qu'elle veut quitter le foyer. Que ça ne va pas. Elle a raconté. Je l'ai laissé parler. En fait, je trouvais rien d'assez grave pour quitter le foyer. Et je dis, ok, je t'ai écouté. Mais je vais aussi te raconter un peu de mon histoire. Et puis, je lui ai raconté une partie de mon histoire. J'étais surprise, je lui ai dit, madame, vous aussi, vous avez traversé ça, vous avez accepté. Je dis oui. Parce qu'en fait, je lui ai expliqué des choses et puis il dit, ah oui, c'est vrai, hein. Madame, je ne vais plus quitter. En fait, elle avait une façon de voir les choses. J'ai dû lui faire comprendre qu'il suffisait de comprendre le monsieur. En fait, ce qu'elle disait même, je ne pense pas que le monsieur savait même qu'il faisait quelque chose. Parfois, et moi-même, j'ai eu à l'expérimenter au début peut-être de mon mariage. C'est-à-dire, quand il y a conflit, pendant une semaine, moi je suis toujours dans le conflit, mon mari, lui, il est passé à autre chose. Au point qu'il arrivait même que je me demandais, est-ce qu'il a oublié qu'on s'est discuté? Parce que lui vient me parler comme si de rien n'était. Un jour, j'ai dit, non, finalement, c'est-à-dire, il faut que je fasse comme lui, quoi. Le conflit est passé, c'est-à-dire, lui passe à autre chose. C'est-à-dire, en fait, j'étais en conflit avec moi-même, l'autre. Et c'est ça. J'ai dû le comprendre pour
finalement me rendre compte que je me fais du mal moi. Je ne lui fais pas du mal. Connaître l'autre, se connaître, connaître le langage d'amour de l'autre, se connaître. Accepter de faire un peu de sacrifice pour se rapprocher de l'autre et l'autre aussi fait de même. On se rapproche l'un de l'autre. Normalement, ça doit marcher. Il faut qu'on accorde un temps de liberté, c'est-à-dire le mariage, moi je dis, c'est être aussi libre ensemble. Généralement, aujourd'hui, les jeunes, mon mari doit m'accompagner ici, il doit faire ci. J'étais dans une réunion la dernière fois où les jeunes étaient là, dit, le monsieur doit faire ci, il doit faire ça, s'il ne fait pas ça, moi je dansais pas. J'écoutais, mais je dis, tout ça là, c'est beau. C'est l'idéal, mais il y a la réalité. Ce n'est pas parce que dans l'autre couple, c'est comme ça, que ça doit être la même chose. Il n'y a pas de couple identique. Nos éducations reçues différemment, on vient se mettre ensemble, c'est déjà un problème. Les deux autres ont reçu d'autres éducations. Il n'y a pas deux couples identiques. Chacun construit son couple. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Moi, mon couple ne peut même pas être comme le couple de ma fille, par exemple. Parce que le monsieur, ils n'ont pas les mêmes éducations. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, prenez le temps d'apprendre des anciens. Oui, je suis d'accord d'apprendre la nouveauté, mais asseyez-vous, prenez le temps de prendre ce qui est bon de notre culture et de l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a trop de ruptures aujourd'hui? Il y a trop de divorces. Et quand on regarde de près, en fait, c'est pour rien du tout. Ok, j'étais fatiguée, je suis venue et il était là, il ne m'aide pas. Non, moi, je n'accepte pas ce couple-là, ce monsieur qui ne peut pas m'aider. Je vais partir. On prend le téléphone, ma chérie, on appelle son ami, voilà ce qu'il a fait. Et l'autre qui dit, et tu acceptes ça, et tu vas rester dans ça. Si c'était moi, je serais déjà partie. Non, mais arrêtez, chacun construit son couple. Moi, c'est ce que je peux dire. Hein. Il y a notre culture, il y a la culture des autres. Maintenant, comment on fait? On concilie les deux, trouver son propre équilibre, et bâtir sa propre, comment dire, formule de mariage pour être heureux. À la fin, qu'est-ce qu'on recherche? Le bonheur ensemble, vivre ensemble, libre ensemble, heureux ensemble. Ça se construit à deux, pas individuellement, ni avec les amis dehors, ni avec les parents. Que les parents, excuse-moi, oui, parfois les parents peuvent donner des conseils, mais je ne connais pas ton mari. C'est-à-dire si c'est comme toi-même tu le connais. Ce qui fait qu'à la fin, quand j'aurai fini de parler, je vais te dire, c'est toi qui le connais. En fonction de comment tu le connais, par mes conseils peut-être, essaie de voir qu'est-ce que tu prends pour l'adapter à ton foyer. C'est pour ça que les conseils même ne doivent pas être du copier-coller ni du prêt-à-porter. C'est juste des éléments qui vous aident à prendre des décisions. Mais je vous en prie, nouvelle génération, du calme. C'est beau ce qui se fait ailleurs, mais sachez qu'eux aussi, ils ont traversé c'est par un long parcours qu'ils en sont arrivés. Là, nous n'avons pas les mêmes pratiques. Tu vas exiger peut-être que ton mari se mette à genoux, alors que peut-être dans sa culture, se mettre à genoux, c'est s'humilier, je ne sais pas. Ou bien il n'est pas à l'aise dedans. Sur les réseaux sociaux, j'en vois où le monsieur se met à genoux et la fille refuse. Parce que je ne sais pas, j'en ai vu plusieurs. Alors qu'elle savait que le monsieur allait faire ça. Je ne sais même pas où c'est ça. Chacun construit son couple et on ne doit pas se comparer aux autres. Moi, c'est ce que je peux dire. Le coach, je ne sais pas ce qu'il en est. Alors, pour revenir au bilan, est-ce qu'il faut définir une périodicité dans le couple? Mais j'aimerais bien par rapport à la nouvelle génération. D'accord, d'accord. Donc, nous allons aborder... Non, je pense que... Non, je suis totalement d'accord avec vous. À un moment donné, je pense qu'il y a eu une rupture entre la façon dont les valeurs sont transmises. Moi, par exemple, c'est ça qui m'a poussé même à rentrer dans ça. Parce que j'étais aussi amoureux, je ne savais pas comment s'y prendre. Et quand je me cherchais, j'ai compris qu'en réalité, par exemple, dans les anciens temps, quand les gens sont amoureux, c'est les parents qui font l'enquête. Parce que lui, par exemple, si c'est un oncle, il n'a pas d'intérêt à aller voir la fille. Donc, ce qui veut dire qu'il va sur un terrain neutre. Donc, il s'assure qu'il regarde tout ce qu'il doit regarder. Donc, on ne regarde pas seulement la beauté, mais on regarde l'intérieur de la personne. Est-ce que dans leur famille, est-ce qu'ils ont une bonne éducation?
Est-ce que les femmes sont soumises? Est-ce qu'il y a un problème de maladie? Est-ce qu'il y a ça, il y a ça? On regarde tout ça avant de pouvoir dire, ok, notre enfant peut aller dans cette famille. Donc, ce qui fait que le choix est fait non seulement sur l'aspect physique, mais tout ce qui fait que des générations puissent vivre heureuses. Tu vois? Donc, déjà dans le choix, il y a une transmission de valeurs qu'on a perdue aujourd'hui. Où aujourd'hui, tu vois des gens qui se rencontrent à l'école, ils ne commencent pas à coucher même ensemble. Tu vois? Dans le temps, ce n'est pas une question de chrétiens hein, ou de trucs, non. Les gens savent qu'à la maison, avant qu'un garçon ne te connaisse, il doit venir demander ta main à la maison. C'est des valeurs, en fait, tu vois. Donc, maintenant, comme les valeurs également n'ont pas été bien transmises, on n'a pas bien reçu, ce qui fait que, par exemple, les questions, comme je disais, les questions de maturité émotionnelle, où les gens apprennent à endurer, en fait, pas subir, mais comprendre qu'un problème, il ne faut pas fuir, il faut traverser. Et c'est comme ça qu'on grandit dans la vie. Donc, les gens n'ont pas compris ça. Petit problème, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est partie. Ou même, des fois même, c'est des hommes. Parce que la fille fait ça, et commence déjà par courtiser une autre fille. Tu vois, ça, c'est de l'immaturité. Donc, il y a plein de ça. Donc, c'est tout ça qu'on essaie maintenant de corriger avec les écoles. Je dis, nous, dans notre école, c'est ce qu'on fait. On vous apprend à comprendre que vous avez un problème si vous n'avez pas ça. Donc, par exemple, moi, dans mon école, ce qu'on dit, avant de trouver la bonne personne, vous devez être vous-même la bonne personne. Le meilleur choix, c'est d'abord vous. Si vous ne pouvez pas vous épouser, c'est que vous n'êtes pas prêt. Il faut d'abord être ça d'abord, avant de dire que l'autre doit vous apporter ça. Il y a une affirmation aussi qui ressort de plus en plus, c'est que dans les générations passées, les femmes n'étaient pas financièrement stables. C'est pour ça qu'elles acceptaient de subir certains déboires dans le couple, alors que nous, aujourd'hui, voilà, nous savons chercher de l'argent. Et donc, il y a des choses que nous n'acceptons plus venant des hommes. Mais je pense que, enfin, les sacrifices que certaines femmes ont fait pour le foyer va au-delà de l'aisance financière. Parce que l'aisance financière, comme vous dites, ne donne pas la maturité émotionnelle de pouvoir gérer un foyer. Et puis, tu vois, c'est parce que longtemps, on a pensé que le rôle de l'homme dans un foyer, c'est le rôle de pouvoir. On a juste restreint le rôle de l'homme à ça. Ce qui fait que, puisque moi aussi je gagne l'argent, lui, bon, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Il n'y a plus de capitaine dans le bateau. Exactement. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Toute personne qui vit doit être placée sous une autorité. C'est comme ça. Et cette autorité te couvre. C'est pourquoi même dans la Bible, il est dit que la femme soit soumise. En levant tout ce qui est négatif, soumise. Parce que ça te couvre. Et la Bible n'a pas conditionné. Que l'homme soit riche ou pas, tu dois te soumettre. Parce que c'est une autorité. Et spirituellement, c'est beaucoup de choses. Donc, si on comprend, on pense que se marier, c'est juste parce qu'on trouvait quelqu'un pour pourvoir nos besoins, je comprends ça. Mais le mari, tel qu'on l'a défini tout à l'heure, c'est on est venu pour réaliser quelque chose qui va au-delà de nous deux. Si je prends juste des enfants, bâtir des enfants qui peuvent apporter quelque chose à la société. Tu vois, ça c'est déjà un projet très important. Ce qui fait que je ne peux pas voir mon mari juste comme un pourvoyeur. Sa valeur dans la vie de l'éducation de mes enfants m'importe beaucoup. Et aussi de ma femme. Donc, quand je comprends cette façon de voir les choses, je ne vois pas son argent, mais je vois ce qu'il représente en termes modèles pour mes enfants. Tu vois, donc c'est cette formation, cette éducation qu'on doit donner aux gens qui se marient. Pour dire que ce n'est pas juste un pouvoir que tu choisis. Ou ce n'est pas juste un fabricant d'enfants que tu prends. Ou une cuisinière que tu prends à la maison. Ça va au-delà de ça. D'accord. C'est bon? Oui, on y va. D'accord. Donc, ma question, c'était, est-ce qu'il faut définir une périodicité? Est-ce qu'après 1 an de mariage, on peut déjà faire le bilan? Est-ce qu'il faut attendre 5 ans? Ou même, est-ce qu'au bout de 6 mois, on peut déjà s'asseoir et faire un bilan dans le couple? Ça dépend des réalités des couples. Mais moi, ce que j'enseigne, on a plusieurs cours. Hein, mais ce qu'on fait généralement, on demande aux gens de faire des bilans chaque mois. Chaque mois. D'accord. Parce que, tu savez, ce qui se passe, comme il l'a dit tout à l'heure, quand vous accumulez, le temps de pouvoir digérer ça à un moment donné, ou de pouvoir vous-même en parler, ça fait tellement long. Et quand tu parles, la personne même oublie tout ce qu'il a fait. Et donc, des fois, tu es énervé parce qu'il ne reconnaît pas qu'il a fait ça. Ça te fait mal. Mais genre, au bout de 1 mois, ça permet de voir ce qui a été fait déjà. Pour te dire, dans ce mois-là, ou dans le mois qui vient, quel est l'objectif qu'on choisit pour nous améliorer. Jamais quand vous vous mariez,
On conseille. Parce qu'on vient de se rencontrer véritablement. Être dans les fiançailles et se marier, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand vous vous mariez, c'est bien de le faire plus précocement. Comme ça vous permet de pouvoir vous libérer, ok, pour éviter d'accumuler. Voilà. Et il y a un protocole qu'on suit pour le faire. Comme ça vous permet tous les domaines, surtout quand on se marie, et au début du mariage surtout, il faut que l'intimité soit forte. Intimité physique, émotionnelle, spirituelle soit forte au début. Pour que quand les routines vont s'installer, vous ne soyez pas distants. Voilà. Donc le bilan peut se faire. Maintenant, il y a des gens, bon, comme on ne connaît pas tout ça, il y a des gens quand même qui savent qu'il faut faire un bilan d'année. Et donc, ils peuvent également l'intégrer comme un bilan annuel. Voilà, à la fin de l'année. Mais ça dépend des couples et de leur réalité. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors, Tata, quels sont les sujets primordiaux qu'on doit aborder lors de ce bilan? Vous l'avez dit, c'est pour faire déjà le bilan de ce que nous avons déjà traversé en tant que couple, ce que nous avons déjà généré et se projeter dans l'avenir. Donc, il ne faudrait pas juste s'asseoir pour dire « tu m'as dit ça, ça ne m'a pas plu, il ne faut plus me dire ça ». Il faut quand même avoir des questions clés ou des sujets importants à aborder lors de ce bilan pour ressortir de cette discussion avec quelque chose de quand même très important pour le couple. Alors, peut-être avant de répondre à cette question, je vais un peu rebondir sur la périodicité des bilans. Il y a une façon formelle de faire le bilan et une façon informelle de faire le bilan. Et je me dis, même à la fin d'une journée, on peut faire le bilan. Pouvoir se retrouver le soir et se demander comment tu as passé la journée, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché. Et que l'un dise, ah, ça s'est bien passé, mais tu sais, aujourd'hui, ce que tu m'as fait là, ça m'a fait un peu mal, tu sais. C'est aussi une façon de faire le bilan et repartir, c'est-à-dire dormir en paix. Même il est recommandé de ne pas dormir avec la colère, n'est-ce pas? Oui. Donc, si on est d'accord avec ça, ça veut dire qu'au bout de la journée, à la fin d'une journée, on peut faire le bilan. Maintenant, de façon plus formelle, on peut choisir que ce soit une semaine, selon la disponibilité de l'un ou de l'autre. Semaine, mois, 6 mois. 6 mois, c'est long si on doit accumuler des choses. Mais si déjà on a appris à se parler tous les jours, je pense qu'on peut attendre 6 mois pour le faire de façon formelle. Mais moi, je recommande qu'à la fin de la journée, quand on se retrouve, savoir comment l'autre va, comment l'autre a passé la journée, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça permet de renforcer l'harmonie du couple. Maintenant, vous demandez de quel sujet on peut parler. Il y a beaucoup de sujets, et puis selon la périodicité. En fin d'année, nous parlons d'en fin d'année. Là, ça veut dire qu'on va parler de toute l'année, comment ça s'est passé financièrement, émotionnellement. Quels sont nos objectifs, vous faites en début d'année? Parce qu'il faut bien avoir des objectifs. Et un bilan, ça se fait par rapport aux objectifs fixés. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Oui. Au début, nous ne sommes pas fixés des objectifs. C'est-à-dire, on est rentré dans le mariage, tout beau, tout nouveau. Et puis on a écouté cette émission, maintenant on veut faire le bilan. Au fil des mois, on s'est rendu compte que le prince charmant que j'ai épousé est en train de se transformer en caïman pour me mordre. Et là, on se dit, OK, on doit faire quand même un bilan. Donc là, nous n'avions pas d'objectif fixé dès le départ. Mais quelles sont les questions que nous pouvons quand même aborder lors de Alors, tout ce qui peut rentrer, tout ce qui peut convenir pour notre bonheur à deux. D'accord. Donc, tout ce qu'on a traversé. Je parle de financièrement. Certains peuvent trouver que, bon, il n'y a pas de souci à ce niveau, tout va bien. Voilà, on l'a déjà défini. Il y a des couples, par exemple, chacun a son salaire, mais il y a un fonds commun. Chacun met un pourcentage là-dedans. On gère tout ce qui est dans ce coffre-là à deux. Chacun sait ce qu'on fait et chacun gère le reste. Pour ça, peut-être on fait le bilan de ce qu'on met ensemble. On peut parler des enfants si on a des enfants. L'avenir de nos enfants, comment on les gère. Ici. Même dans le bilan, on peut essayer de regarder qu'est-ce qui marche de son côté, quels sont tes problèmes. On peut parler de nos problèmes, peut-être nos attentes, de façon bienveillante toujours, de nos attentes, combler, non combler. On peut parler de ce qu'on veut pour l'année prochaine. Vous voyez, il y a autant de choses dont on peut parler. Les enfants, les finances, notre émotion, nos besoins personnels, la famille, voilà, notre avenir, l'étude des enfants, ça dépend du niveau de chaque couple. Voilà. D'accord. Madame Emile a dit,
les sujets qu'on estime être importants. Donc, on peut aussi aborder la question sexuelle. Ah oui. Quand on fait le bilan, il y a ça que tu fais que, franchement, peut-être que chez toi, tu tues, mais je n'ai pas l'effet escompté. Donc, c'est des questions aussi qu'il faut aborder. Oui, je pense même aborder ce côté-là. D'accord. Dans la sexualité, comme j'ai dit, il y a ce qu'on appelle la communication sexuelle. Et il faut savoir parler et exprimer ses désirs, ses peurs et apprendre à dire non. OK? Donc, ces désirs, par exemple, comme tu l'as dit, j'aimerais que ce soit plutôt de cette façon. OK? J'aimerais que ce soit plutôt les matins, parce que les soirs, quand je reviens, je suis vraiment fatigué. J'aimerais que ce soit plutôt les matins. Je me sens beaucoup plus actif à participer quand c'est comme ça. Maintenant, l'autre, par exemple, c'est j'ai peur, parce qu'il y a certaines choses que tu fais, et j'aimerais bien te le dire, mais j'ai vraiment peur de te dire pour ne pas te frustrer, par exemple. Tu vois, il faut quand même arriver à dire. Et aussi apprendre à dire non, et apprendre aussi à l'autre à d'accepter que tu dises non. OK? Parce que quand vous faites l'acte sexuel et que l'autre ne participe pas parce qu'il ne voulait pas, mais pour ne pas te frustrer, il a accepté, ça fait mal. Surtout aux hommes, ça fait très mal. Donc, il faut que tu lui dises et qu'il comprenne que tu dois pouvoir dire non et que l'autre aussi le comprenne. Maintenant, de l'autre côté également, il y a des choses qui se passent des fois où tu aimerais peut-être, comme on appelle, être initiatrice. C'est-à-dire que généralement, dans le couple, dans la vie sexuelle, c'est les hommes qui aiment mettre le rythme. Ils veulent être au devant. Voilà, mais il y a aussi des femmes qui souhaiteraient peut-être prendre l'initiative de leur acte sexuel et assumer. Voilà, donc si tu as ça, tu pourrais quand même en parler. C'est le moment d'en parler. Voilà. Donc il y a tout ça qu'on pourrait aborder d'une manière ou d'une autre. D'accord. Mais je vais peut-être ajouter que je suis d'accord, hein, mais j'aimerais qu'on en parle le plus tôt. Ne pas attendre une année pour en parler, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui se seront déjà... La personne peut interpréter que bon, depuis 12 mois, il y a chaque chose que tu n'aimes pas et que c'est maintenant que tu en parles. Et toi-même, tu n'es pas heureuse comme ça, si tu l'acceptes comme ça. C'est pour ça que la périodicité aussi compte. Il y a des sujets qu'il faut aborder le plus tôt pour ne pas laisser la situation se dégénérer. Sinon, pour des cas où on n'est pas satisfait... Il faut apprendre à... Mais comme le coach l'a dit, des fois, on ne sait pas comment le dire pour que la personne ne le prenne mal. Mais comment tu vas le dire à la fin de l'année? Tu peux pas le dire avant. Peut-être que tu prends le temps de mûrir la question. Je pense que c'est en fait ça. Parce que la communication, c'est pas simple. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas simple. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tu vois, j'aimerais qu'on aborde ce sujet, mais je ne sais pas si on pourrait vraiment l'aborder. Est-ce que c'est possible de c'était quelqu'un pour nous aider à le faire, tu vois. Parce que tu as essayé, par exemple, dans la formation que nous donnons sur la communication sociale, avant de le dire, on enseigne aux gens d'abord à se le dire soi-même. Parce que le dire, c'est pas simple pour moi-même d'abord. Et donc, je ne sais pas comment tu vas, surtout nous les hommes, sur ce côté de sexualité, on est très vulnérables. Quand tu dis aux hommes, toi là, vraiment, la manière dont tu me caresses les seins, là, moi je n'aime pas. Tu vois, déjà c'est comme s'il n'est pas bon, alors que les hommes n'aiment pas ça. Ils pensent qu'ils maîtrisent. Et jamais ce qu'on a enseigné, on a vu, c'est comme si les hommes maîtrisent tout. Et la femme pense aussi que le monsieur maîtrise. Quand tu dis comme ça là, tu ne sais pas dire là. Bon, demain, il a envie, mais tu vois, c'est comme ça. Fait que ça crée une distance entre vous. Donc, on apprend à la personne de se le dire, comment je le ressens, comment je le vois, et commencer à pas préparer l'autre. Comment le dire. Et même si tu sais que ce sujet est là, il faut déjà préparer la personne pour que la personne ne soit pas choquée pendant le temps du bilan. Je voudrais qu'on aborde, qu'on fasse le bilan, mais je voudrais également qu'on parle de notre vie sexuelle, sachant que c'est un sujet un peu délicat. Comme ça, il sait qu'on va parler de tout ça, et ça aussi fait la partie. Mais dans la mesure du possible. Et le moment le plus vulnérable des hommes, c'est au moment de l'acte où on les voit quand même les plus vulnérables. Je pense qu'en ce moment même, si on veut vraiment aider l'autre, si il fait quelque chose, tu dis non, si tu me le fais plutôt comme ça, c'est mieux quoi. Je pense qu'il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à le dire parce que comme le coach l'a dit, elles pensent qu'ils maîtrisent. Donc, normalement, quelqu'un qui maîtrise doit savoir que, alors que peut-être que le monsieur, lui aussi, il ignore que tu aimerais que ce soit... C'est une question aussi d'éducation. Ça a été longtemps tabou, les questions sexuelles chez nous ont tellement été tabou que
ouvrir la bouche pour prononcer certaines choses. C'est compliqué chez certaines personnes. Oui, là, on comprend, et que le couple se comprennent, quoi. Oui, mais le coach a dit quelque chose tout à l'heure. J'aimerais plutôt que ce soit le matin au lieu du soir parce que je suis fatiguée. Mais cette question de je suis fatiguée, c'est souvent les femmes qui le disent. Genre, le soir, quand monsieur t'approche, tu dis non, je suis fatiguée. Sans dire que je préfère le matin. Et des fois aussi, c'est une manière de priver le monsieur. Il m'a fait tant que je n'ai pas aimé. Et donc, moi aussi, je l'attends au tournant. Quand il sera vraiment dans les nuages, je dis non pour le priver. Est-ce que dans le couple, on doit punir l'autre de cette façon, de façon sexuelle, pour exprimer certaines frustrations Ma réponse serait non. Mais en même temps, on ne peut pas être énervé, pouvoir se donner à fond dans ce tact-là. Je vais laisser le coach vous répondre à cette question. Mais oui, je suis d'accord que nous, les femmes, on est vraiment... Ouais, c'est l'excuse qu'on trouve, quoi. Je suis fatiguée. Tout le temps fatiguée, quoi. Je vous laisse la parole d'abord. Est-ce qu'il faut aussi de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir se donner à soi pendant qu'on est très fâché contre lui? Non, je pense que c'est pour ça que votre émission-là a toute sa place. Parce que la vie sexuelle joue sur plusieurs choses dans le foyer. La manière dont les gens traitent les gens, traitent les enfants et la manière dont ils sont efficaces même dans la vie professionnelle. Quand sexuellement ça va, tu sens que la personne vit. Ok? Pour nous les hommes, pour les femmes par exemple, je vais dire, les glandes qui coordonnent l'acte sexuel est petit. Mais c'est lié aux glandes de l'écoute. C'est-à-dire que la manière dont tu traites la femme détermine la façon dont elle va se donner. Alors que pour nous les hommes, c'est deux plaques. C'est comme deux plaques, deux télés comme ça, dans la tête, qui coordonnent le sexe. Ce qui fait que l'homme, tout le temps, il pense à ça. Donc quand tu dis non à un homme, ce n'est pas seulement l'acte. Nous, on comprend que c'est moi que tu rejettes. Donc ce qui fait que quand tu dis non là, et il m'attaque, bon ami, quoi. Ça rentre. Vous le prenez vraiment mal. Très fort. C'est pour ça qu'on enseigne aux gens comment dire non. Et c'est important aussi de le dire, d'apprendre. Donc, dire non parce qu'on est énervé, c'est pas bon. Il y a ce qu'on appelle des choses qu'on dit dans le lit et des choses qu'on dit hors du lit. Dans le lit, on ne vient pas pour juger quelqu'un. Pour régler ses comptes. Non, ça ne se fait pas. Dans le lit, la personne est déjà vulnérable. Quand tu lui dis, tu m'as fait ça la dernière fois, tu m'as fait ça, c'est comme, petites choses comme ça, et ça rentre très fort. Donc, faut pas faire ça. S'il y a des choses, réglez ça hors du lit, apprenez à régler ça. Je sais qu'il y a des gens des mamans qui ont dit à leurs enfants, Dassi, Néné va, quand il vient au lit là, vous allez régler ça. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, prenez le courage, essayez de régler les problèmes et n'utilisez pas le sexe pour pouvoir punir un homme. Ça ne se fait pas. Mais coach, est-ce qu'il n'y a pas certaines questions qui sont plus facilement abordables après qu'on ait eu une intimité ou qu'on soit dans le lit? Comme ça, enfin, tout le monde est déjà heureux. Donc, quand je glisse le sujet, ça a une autre connotation que d'en discuter hors du lit. Oui, non, je suis d'accord. Bon, peut-être c'est toujours la manière. C'est toujours la manière. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ne sait pas faire, comme on l'a dit, toutes les femmes savent que là, les hommes sont très vulnérables. On peut te demander des choses, tu vas dire oui tout à l'heure, sans être conscient de ce que tu dis, parce que tu es vulnérable. Mais si tu fais ça, c'est que tu mets ton couple dans une situation compliquée. Ok? Donc, c'est pas bon. Et pour pouvoir garder, montrer que tu sais ce que tu es venu chercher et apprenez à gérer vos problèmes. Comme on a dit, le soir comme ça, on vient, apprenez comment parler et dites, tu sais, tu m'as fait ça, j'ai pas aimé. Qu'on apprenne à régler les problèmes, pas parce qu'on veut le punir ou l'utiliser dans le lit pour faire quelque chose. D'accord? C'est vrai que quand on fait le sexe, la personne revient, mais des fois aussi, nous les hommes, quand on finit là, on a envie de dormir. Donc on n'écoute pas. Vous n'avez plus envie de discuter. Non. On veut juste dormir et il va dire oui, parce que pour ne pas t'embêter, mais en fait, il n'écoute pas. Il n'a plus ce sens ici. Voilà, donc et puis connaître l'autre aussi, ça fait partie. Connaître quand est-ce qu'on peut lui parler, ne pas
C'est ça. Il y a, C'est ça qui que la a écrit? personne Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Oh, j'ai oublié C'est nom. c'est Gray, je pense. Oui, voilà. Les hommes sont plus sexuels, c'est-à-dire, eux, c'est un acte d'amour, accepter faire l'amour avec eux. Alors que nous, les femmes, même je t'aime, là, on est déjà emballés, quoi. C'est ça. On n'a pas la même comment dire, appréhension de l'amour, c'est comme ça on dit. Oui. Ouais. C'est-à-dire, l'amour, là, on se conçoit ça autrement que les hommes. C'est pour ça qu'il est nécessaire de comprendre l'autre, dans comment il ressent les ressentis de l'autre, quoi. Ouais. Et vous mettez l'accent sur quelque chose pour pouvoir dire à l'autre, tu m'as fait ci, ça ne m'a pas plu. Il y a certaines personnes à qui, quand tu dis, tu m'as dit ça, ça ne m'a pas plu, il ne comprend pas pourquoi ça ne t'a pas plu. Eh ben, il faut Donc, pour lui, bon, qu'est-ce que j'ai dit pour que tu t'énerves? Alors que chacun a sa sensibilité. Donc, quand c'est comme ça, si par exemple, vous me marchez sur le pied, que je vous dis, tu m'as marché sur le pied, ça ne m'a pas plu. Et que toi, ta réponse est, oh, à cause de ça seulement, tu te fâches. Là, la communication devient compliquée. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Et c'est là que la communication règle ces problèmes-là. Maintenant, ça ne m'a pas plu. Pourquoi? Il ne faut pas s'arrêter, ça ne m'a pas plu. D'accord. En fait, tu m'as fait si, j'ai pas aimé parce que. Là, la personne peut comprendre. Soit on ne le dit pas, on s'énerve, on boude. Ça ne m'a pas plu. Et puis, pourquoi? Ok. Parfois, la personne sait, ok, oui, d'accord, excuse-moi. Mais comme l'a dit, la personne ne sait même pas. Et généralement, c'est ce qui tue les couples. La personne ne sait même pas qu'elle t'a fait quelque chose. Et toi, tu es là à vouloir la punir dans ton coin. Voilà, la communication. Mais je suis aussi d'accord, il y a certains qui n'ont pas été éduqués à beaucoup parler. Certains même n'ont pas été éduqués à dire excuse-moi, à dire pardon. Mais par les actes, peut-être vous vous êtes embrouillé, sort et puis il te ramène un cadeau. Tu vas encore attendre qu'ils disent pardon. Oui. Donc, si tu me dois de l'argent, même si tu me fais un cadeau, tu dois rembourser l'argent que tu me dois. Il y a l'argent, mais il y a autre chose. Non, apprendre à connaître notre conjoint et voilà quoi. Enfin, je ne sais pas. Non, ouais, apprendre à connaître l'autre. C'est pour ça que je dis, c'est pas ce qui marche de l'autre côté qui peut forcément. Si on arrive à se connaître nous-mêmes et à connaître l'autre, ça va régler beaucoup de problèmes. Et généralement, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de parler de tout ça là avant le mariage. On veut paraître tout beau, tout je sais pas. Que on cache. Mais moi, je dis aux jeunes, essayez de parler de ces choses-là. Il y a une fille qui m'a dit, avant le mariage, le monsieur lui a dit, pendant les discussions, moi, je n'épouserai jamais une fille qui voyage beaucoup. Alors que la fille, elle, son rêve, c'est de voyager. Ça s'est arrêté là. S'il n'en avait pas parlé, ils vont rentrer dans le mariage, elle va commencer à voyager, l'autre n'aime pas, et puis le couple ne va jamais être heureux. Autant en parler. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, comment tu conçois. Sortez les sujets sans tabou, même si l'autre doit s'énerver. Tu sais comment il s'énerve avant le mariage? C'est parce qu'on porte trop de masques pour rentrer dans les mariages. Et il faut que vous en parlez, quoi. Il faut qu'on soit authentique, vrai, avant de rentrer dans le mariage. Ou qu'on se laisse trop par le sentiment qu'on ressent. Non, on veut paraître ange, quoi. Ouais, et puis, il faut dire que les gens ne comprennent pas trop ce qu'on appelle le mariage. Ouais, je pense que c'est aussi ça. C'est ça. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, quand tu comprends que je veux atteindre ce niveau, j'ai vraiment besoin de quelqu'un avec qui je dois aller. Ce n'est plus les sentiments, ce n'est pas essayer de paraître. Je suis ça, j'ai ce que je veux. Voilà. Donc, si ce n'est pas ça, c'est pas ça. On ne peut pas m'obliger juste à cause des sentiments et tout comme ça à être dans une relation. Je vois qu'il y a ces notions-là que les gens ne comprennent pas trop bien. Il y a trop de mariages qui sont basés juste sur l'amour. Trop de mariages, je t'aime. Moi non plus. Et non, et puis aussi,
beaucoup confondent sentiment et puis amour. Ouais. Donc, finalement, c'est ça. Je pense qu'on va refaire une émission spécialement sur cette question d'amour qui mène au mariage. Mais pour une dernière question, coach, quel conseil donneriez-vous aux couples qui ont ces temps de fête de fin d'année, traversent des difficultés et qui pourraient même envisager la rupture? Waouh. Non, je pense que c'est vrai que les situations peuvent être différentes, mais de manière globale, il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas régler. Si véritablement on veut aller loin, ou on accepte, ou on comprend que l'autre n'est pas parfait, et que véritablement on veut que les choses s'améliorent. Il n'y a pas de problème. Donc je vais vraiment leur demander de s'asseoir, de parler, et surtout de se remettre d'abord en question. Qu'est-ce que je fais qui fait que l'autre se sent mal? Parce que c'est tellement facile d'accuser l'autre sans se remettre en question. C'est tellement facile. Donc si on peut vraiment se remettre soi-même en question pour dire qu'est-ce que je ne fais pas bien, qui dérange l'autre, et commencer par lui dire, tu sais, ça, je reconnais. Est-ce qu'on peut se donner une nouvelle chance? Je pense qu'on peut sauver. Parce que, vous savez, excusez-moi de le dire, celui qui divorce, divorcera. Si tu ne sais pas faire ça, juste parce qu'on t'a énervé, tu accuses l'autre, si tu quittes, tu vas quitter. Mais si vraiment tu te remets en cause et tu veux vraiment améliorer, que l'autre ne veut pas, là on sait que vraiment tu es quelqu'un qui veut vraiment sauver les choses. D'accord? Mais si c'est juste par orgueil, si tu quittes, tu vas encore quitter. Donc, il vaut mieux s'asseoir. Il n'y a pas un meilleur homme quelque part, il n'y a pas une meilleure femme. Je vous dis la vérité. Il n'y en a pas. C'est juste prendre le temps de réfléchir, de voir ce qu'on peut sauver. Et les sauver. Merci beaucoup, coach, pour ces belles paroles. Et Madame Mimi, vous aurez des conseils envers la génération révolutionnaire? Pour les couples, je voudrais dire de souvent se rappeler de qu'est-ce qui a fait que nous sommes mis ensemble. De se rappeler de ces beaux moments-là qui nous a fait nous mettre ensemble pour se dire s'il y a un problème aujourd'hui, on doit rechercher ensemble le problème. Il a dit, nous parlons de bilan. Avant de faire le bilan à deux, il faut qu'on fasse le bilan personnel. Avant de faire le bilan à deux. Et le moment de bilan, ce n'est pas un moment de procès. Ce n'est pas le moment pour accuser l'autre. Ce n'est pas le moment pour dire tu dois. C'est d'abord, quand il y a conflit, quelle est ma part de responsabilité? Je dis, l'autre n'est pas fou pour créer des problèmes tout seul. Il s'est passé forcément quelque chose. Quelle est ma part de responsabilité dedans? Et c'est dans la communication. Peut-être parfois, on ne sait pas. Ou bien on la fait par ignorance. Par, voilà. Qu'est-ce que je fais et que tu n'aimes pas? Si l'autre est honnête, et s'il y a vraiment l'amour, l'autre doit pouvoir dire, je t'ai déjà dit ça, on a déjà parlé de ça, tu continues avec ça, quand tu fais ça là. Avant, quand je revenais, je te trouvais bien habillée, même le soir. Maintenant, je vois que tu es trop débraillée, je n'aime pas. Voilà. Ah oui, c'est ça? Ok, je vais faire l'effort. C'est un sacrifice continu, hein? Et beaucoup de communication. Savoir, il a dit quelque chose que j'aime bien, qui a divorcé, divorcera. Ça veut dire que si on ne peut pas faire des conciliations, si on ne peut pas faire des sacrifices, si on n'est pas prêt pour pardonner l'autre et comprendre que nul n'est parfait. S'il fait des choses que je n'aime pas, certainement que moi aussi, je fais des choses qu'il ne va pas aimer. Et donc, si moi aussi, je ne suis pas parfaite, je dois pouvoir comprendre qu'il n'est pas parfait et qu'on doit s'asseoir pour régler nos problèmes. Et c'est vrai, qui a divorcé, divorcera là. Sachez que la solution n'est pas je pars. La solution, c'est pour s'asseoir et régler les problèmes. C'est vrai, il arrive des moments où le mieux, c'est de se séparer. Parfois, pour mieux se retrouver. Il y a des couples qui se sont séparés et qui se sont retrouvés après. Parce qu'à un moment, ils se sont rendus compte que, mais en fait, c'est l'homme qu'il me faut. Parce qu'il est parti, il me manque. Ah oui, il faisait ça. C'est ça, quoi. Parfois, mais moi, je ne conseille même pas d'aller jusque-là, d'aller jusqu'au divorce. Ça peut se régler. S'il le faut, faites appel à des coachs, à des anciens, à des aînés avertis qui peuvent vous conseiller. En tout cas,
si vous le faites, pas toi, hein, mais les jeunes, ayez ce réflexe d'abord de régler les problèmes à deux. Si ça ne marche pas, trouver des anciens, pas n'importe qui, parce que parfois, c'est cette autre personne-là qui va mettre le feu aux poudres, voilà. D'accord, merci beaucoup à vous pour vos précieux conseils. Et chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, le bilan de couple permet de maintenir une parfaite santé dans le couple, que ce soit sur le plan financier, sexuel, sentimental, sur tous les plans que vous voudrez. Ça a été vraiment un plaisir de partager ces beaux conseils avec vous. J'espère que vous avez aimé passer du temps en notre compagnie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.